Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on attaque la dernière partie du cours sur le désir, donc la partie 3, qui sera terminée à la fin de cette vidéo, donc c'est le dernier cours sur le désir. Voilà. Et donc dont le titre est Désir et puissance d'agir. Voilà. Donc la dernière fois on a parlé de Schopenhauer, notamment, en donnant une vision plutôt négative du désir, puisque la conclusion de Schopenhauer, c'est carrément l'abolition des désirs. Lui, il dit qu'il faut plus désirer parce que c'est ce qui nous rend malheureux finalement. Rappelez-vous l'exemple du mendiant, etc. Finalement, répondre à ses désirs, c'est quelque part remettre au lendemain un malheur inévitable. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Spinoza, donc que vous voyez apparaître à l'écran, le fameux Spinoza. Et donc, ça sera le titre du grand A, Spinoza et la positivité du désir. Bon, c'est pas un titre super parce qu'il ne s'agit pas vraiment de positivité dans le sens de dire ouais, le désir c'est génial, c'est pas ce que dit Spinoza, mais d'essayer plutôt de décrire le désir de manière positive et plus négative, dans le sens où jusque-là, on a surtout fait du désir un manque, une réaction presque. On va voir que le désir, justement, il peut être décrit comme quelque chose de positif, et notamment en étant lié à la puissance d'agir de l'homme. Je vous présente pas Spinoza, ça va être un cours assez rapide aujourd'hui, pour terminer ça. Mais alors, première chose qu'on peut dire, c'est que je vous rappelle là un passage du texte de Schopenhauer qu'on avait vu la dernière fois. Au moment où, à plusieurs reprises, Schopenhauer parle du vouloir. Par exemple, là, donc tout vouloir procède d'un besoin, c'est-à-dire d'une privation, c'est-à-dire d'une souffrance. Et en fait, souvent, à la place du mot désir, on trouve le mot vouloir qui signifie, a priori, sous la plume de Schopenhauer, exactement la même chose. Et du coup, c'est un point qui me semble important et que j'attendais, j'attendais ce troisième point du cours pour le soulever, mais c'est que Schopenhauer, effectivement, assimile le désir à la volonté. Hein. Le vouloir, c'est la volonté. Et même si ce rapprochement entre désir et volonté peut paraître étonnant, il est en fait, à mon avis, facilement compréhensible. Puisqu'on l'a dit, le désir implique un manque à combler. Je désire parce que je manque de quelque chose. Et ben, il implique nécessairement une énergie à déployer, une action à déployer pour satisfaire ce désir, pour combler ce manque. Donc, association du désir à la volonté, et je vous résume ça très simplement. Comment comprendre ce que je viens de dire ? C'est-à-dire que, voilà, imaginez que vous avez envie d'argent, par exemple. Voilà. C'est votre désir, c'est d'avoir de l'argent. Donc pour le moment, on représente le bonhomme qui a envie d'argent, il y pense simplement. C'est simplement un souhait dans son esprit. C'est pas effectif. Pour rendre ce désir effectif, pour répondre à son désir, c'est sa plus grande envie, c'est votre plus grande envie, et ben il va falloir, par exemple, travailler pour gagner de l'argent. Donc on va se mettre en mouvement, on va agir pour combler ce manque, et c'est le fait de se mettre en mouvement, d'être actif, qui va permettre finalement de faire passer l'argent de la virtualité à l'actualité. Okay. Donc on se retrouve à la fin avec plein d'argent parce qu'on a réussi à travailler, à se mettre en mouvement pour en gagner. Et donc vous voyez que ce qui nous intéresse ici, c'est bien l'étape du milieu, le fait que finalement le désir se pose comme
la première poussée qui va nous donner envie de nous mettre en mouvement. Parce que c'est pas en étant passif et simplement en désirant qu'on peut combler nos désirs. Mais quand les désirs sont forts, on a envie d'y répondre et du coup, on s'active. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette étape-là. En tout cas, c'est de souligner que c'est grâce au désir, quelque part, qu'on a aussi cette étape de mouvement d'énergie. Bon, même si là, dans l'illustration que j'ai, que je vous ai mise, l'énergie est pas très présente, mais on voit l'idée du travail, du temps qui passe et du fait de se consacrer à quelque chose. Voilà. Et c'est d'ailleurs quelque chose que... Il y a une citation célèbre de Spinoza, dont je vous avais sans doute déjà parlé. Spinoza écrit dans l'Éthique, il écrit « Le désir est l'essence même de l'homme ». Vous vous rappelez la définition d'essence ? Pourquoi Spinoza écrit que... En gros, ça revient à dire que le désir, c'est la chose qui constitue l'homme le plus fondamentalement. Alors, je vous vois venir, c'est vrai que c'est un peu énervant, parce que dans toutes les notions qu'on traverse depuis le début de l'année, on a l'impression de dire ça à chaque fois. On a dit ça pour la technique, on a dit ça pour le travail, pour la conscience, etc. C'est toujours l'essence, c'est toujours ce qui constitue l'essence. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que quand Spinoza dit ça, il montre que c'est par le désir c'est grâce au désir, si vous voulez, que l'homme persévère dans l'être, puisque c'est grâce au désir que l'homme accomplit des choses. Sans désir, on n'accomplirait rien. Rappelez-vous, au début de ce cours sur le désir, je vous avais demandé d'essayer d'imaginer quelqu'un qui puisse ne pas désirer, pour vous montrer que le désir touchait tous les hommes. Et quand on essaie d'imaginer quelqu'un qui ne désirerait pas, au mieux, on imagine un dépressif qui ferait rien de la journée, qui n'aurait plus aucune envie, et du coup qui n'aurait plus aussi aucune volonté de ne rien faire, parce que c'est bien une envie forte qui nous donne une volonté forte. D'où le fait que Schopenhauer lie le désir et la volonté. En ce sens-là, c'est très vrai. Par exemple, si moi je vous donne une dissertation à faire pour la semaine prochaine, il est probable qu'il y en ait peu d'entre vous qui en aient envie, qui le désirent. Vous allez voir ça comme une contrainte, et du coup, vous allez avoir du mal à vous y mettre. Par contre, si je vous demande de faire quelque chose pour la semaine prochaine qui vous fait de toute façon plaisir, et que vous avez très envie de faire depuis longtemps, si je vous dis, pour la semaine prochaine, vous allez m'organiser une super soirée entre potes, et peu importe le confinement, là, vous allez sans doute avoir beaucoup plus de facilité à mettre de l'énergie là-dedans, parce que de toute façon, vous le désirez. Et donc, vous allez vous mettre en mouvement beaucoup plus facilement. Voilà. Et donc, c'est par le désir que l'homme persévère dans l'aide. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous laisse le noter. Et du coup, en disant ça, pardon, là, l'enchaînement des images n'est pas top, je suis désolé. Donc en disant ça, Spinoza, en fait, il montre aussi quelque chose, et il récuse la position platonicienne, ce que Platon avait dit du désir, en un sens, en disant que le désir n'est pas manque, comme le disait Platon, mais il est au contraire puissance. Alors en un sens, Platon a raison, et Spinoza a raison aussi, mais rappelez-vous ce que j'avais dit concernant l'amour. Si on estime que le désir est manque, ça voudrait dire qu'à partir du moment où la personne aimée, par exemple, est pas possédée, mais si l'amour est réciproque, alors on ne pourrait plus aimer la personne parce que justement elle nous appartient, et que comme le désir est manque, il ne s'agirait plus de désir mais d'autre chose, que l'amour disparaîtrait une fois qu'il serait accompli. Bref, ça paraîtrait assez paradoxal, ça. Et pour Spinoza, au contraire, le désir, il n'est pas que manque, mais il est l'illustration de notre puissance d'agir. Et Spinoza, il récuse aussi la position platonicienne en affirmant
que c'est le désir lui-même qui fait de l'objet désirable un objet bon pour le sujet du désir. Vous vous rappelez que Platon, quand il assimile désir et amour, on avait dit que, en fait, il renvoie le désir à la recherche du bien ou du bon, ce qui est la même chose en fait en grec. Eh bien, pour Spinoza, c'est l'inverse. C'est le fait de désirer quelque chose qui en fait quelque chose de bon. Ce qui résout d'ailleurs un des problèmes, qui serait le problème du relativisme, c'est que effectivement, quelque chose qui va être bon pour quelqu'un n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Et donc, en quelque sorte, pour Spinoza, notre jugement de valeur, il est conditionné par notre nature désirante. Et ça veut dire, en fait, qu'il n'y a pas de désirable en soi. Donc, c'est une forme de relativisme. Là où Platon dit que, si vous voulez, là où Platon dit que l'homme est attiré, donc désire des choses bonnes, Spinoza ne dit pas que l'homme désire des choses parce qu'elles sont bonnes, il dit que les choses sont bonnes parce qu'il les désire, parce que l'homme les désire. Donc c'est le désir qui conditionne notre jugement de valeur, vous comprenez ? C'est parce qu'on désire quelque chose qu'on estime qu'il est bon. C'est pas parce qu'il est bon qu'on désire quelque chose, puisque c'est assez logique en fait. Si vous aimez un burger, vous allez en désirer, mais si vous n'en aimez pas, vous n'allez pas en désirer. Donc comment on pourrait dire que le burger est bon en soi, par exemple, si tout le monde ne le désire pas ? Et du coup, ça c'est ce qu'on appelle, Spinoza, il nous présente ici une philosophie de l'immanence. C'est-à-dire que les choses, elles viennent de l'être lui-même, ce qu'on peut opposer à une philosophie, une position transcendante. Les choses viennent d'ailleurs. Donc c'est philosophie immanente, c'est-à-dire que c'est bien l'homme là qui pose par son désir le fait que les choses sont bonnes à rechercher, tandis que chez Platon, le bien, le bon vient d'ailleurs, d'au-dessus, d'autre part, d'en dehors du sujet, et il vient justement attirer le sujet parce qu'il donne la valeur bonne à certains objets. Donc voilà, le désir n'est donc pas la recherche du bien, mais la recherche du bien est le désir, donc opposition transcendance-immanence. Bon, je vous ai mis des illustrations, c'est Spinoza en haut. Pour la deuxième étape, c'est persévérance dans l'être, le feu du désir, etc. Donc, troisième illustration, c'est Platon, donc Spinoza récuse en quelque sorte la position de Platon sur le désir. Bon, et puis la quatrième image, c'est juste que ça devient un peu compliqué, du coup, j'avais peur que vous ne suiviez plus. Mais vous en faites pas, ça va devenir très simple. Et donc, il faut retenir de Spinoza ça, c'est qu'il fait du désir. Lui, il appuie sur le fait que le désir est une puissance, et que c'est le désir qui fait bouger l'homme, c'est parce que l'homme désire qu'il fait des choses. Mais il distingue quand même, Spinoza, deux types de désir. Le premier, c'est le désir passif. Et donc le désir passif, c'est ce que dit Spinoza, c'est que c'est lorsque l'affirmation de ma puissance d'être ne dépend pas de ma nature, mais d'une nature extérieure. Je laisse marquer ça. L'affirmation de ma puissance d'être ne dépend pas de ma nature, mais d'une nature extérieure. Ça veut dire, en gros, c'est quand on désire des choses, donc un désir passif, c'est quelque part, c'est un désir contraint. C'est quand, en fait, on ne désire pas quelque chose qu'on veut véritablement, mais on désire quelque chose que quelqu'un veut pour nous. Par exemple, faire des études, alors que vous n'en avez pas envie, mais ça répond surtout au désir de vos parents qui ont envie que vous fassiez des études, telles études, pour avoir un avenir brillant, par exemple. Ça, c'est un désir passif. C'est un désir qui va se retranscrire effectivement dans votre puissance d'agir, mais qui ne vient pas de votre nature. Voilà. Le désir actif, au contraire, c'est l'inverse. Un désir actif, c'est un désir qui exprime la nécessité de ma nature. Donc ça vient vraiment de moi, de mon être intime. Voilà. Et voilà pour Spinoza. Notez bien que c'est justement cette importance donnée au désir chez Spinoza. En fait, Spinoza, il développe toute une théorie sur les affects, les sentiments humains, et pour lui, le désir, c'est quasiment le
le sentiment par excellence, et c'est justement ce qui nous fait agir, bouger. C'est important de se donner au désir chez Spinoza et aux affects qui constituent le fondement, a priori, d'une philosophie de l'inconscient. Spinoza, il peut être vu un peu, même avant Nietzsche, comme un des premiers qui a commencé à penser justement que ce qu'on faisait était conditionné par une nature plus profonde, par pas encore des pulsions, mais voilà, des désirs profonds. Et que c'est ça qui va vraiment, véritablement nous faire agir et nous faire aller dans certaines directions dans nos vies, nous faire certains choix. Voilà, juste pour faire le lien entre l'inconscient et ça. Parce que je vous rappelle qu'on vient de l'inconscient et c'est pour ça qu'on parle du désir maintenant. Hein. On a vu les pulsions avec Freud et là on est en train d'expliquer un peu ce à quoi correspond justement correspondent tous ces termes de pulsion, de désir, d'envie, etc. Voilà pour le grand A. Donc le grand B maintenant. Désir et bonheur. Désir et bonheur, alors je vous ai mis un tableau que je trouve marrant. J'arrivais pas à trouver de bonne illustration pour le bonheur. Je vous ai mis un tableau, j'ai plus le nom du peintre en tête, mais il s'appelle L'hilarité d'Archimède, et je le trouve drôle parce que le titre reflète assez mal, je trouve, le tableau. On voit qu'Archimède sourit, mais en même temps il a pas l'air hilar du tout. Donc bref, puis c'est un beau tableau, je trouve. Alors, désir et bonheur. Bon, bah, on va voir là dans ce grand B les liens du désir et du bonheur. Parce que ce qu'il faut noter avant tout, vous allez voir, c'est déjà des choses qu'on a évoquées à plusieurs reprises. Hein. Rappelez-vous dès le début avec le tonneau percé, comment atteindre au bonheur. Est-ce qu'il faut répondre à ses désirs ou pas pour atteindre au bonheur? Donc, Schopenhauer nous a dit que non, etc. On va faire un peu une synthèse, et je vais vous présenter là, ici, un auteur très important sur le désir, que j'aurais pu vous présenter dès le début d'ailleurs, c'est Épicure. Et ça paraît logique de lier d'ailleurs le bonheur et le désir, puisque même si on comprend le désir comme cette puissance d'agir qu'on vient de décrire, cette faculté à nous mettre en mouvement, cette première poussée, la poussée initiale qui va nous faire des choses, et ben elle est là parce qu'on pense que le désir va nous rendre heureux. Si on agit, c'est bien parce qu'on imagine que répondre à nos désirs va nous rendre heureux. Donc quelque part, toute recherche, toute recherche de réponse à nos désirs est une recherche du bonheur. C'est une manière, peut-être qu'on se fourvoie, hein, comme le dirait Schopenhauer, mais en tout cas c'est une manière sûre et certaine de penser qu'on va être heureux, de trouver un chemin vers le bonheur. D'ailleurs c'est quelque chose que Platon évoque dans le banquet également, hein, en expliquant qu'en fait il décrit finalement le désir amoureux. Socrate finit par décrire le désir amoureux comme une recherche de l'immortalité. Recherche de la procréation, donc de l'immortalité à travers l'enfantement, que ce soit du corps ou de l'âme. Par exemple, en faisant une œuvre, on va essayer d'être immortel dans l'histoire, comme Homère, comme Hésiode, qui ont écrit la mythologie, et qu'on connaît encore aujourd'hui, ou à travers des enfants, à travers une lignée. Bref. Et pour Socrate, ça, en fait, cette recherche d'immortalité, c'est la recherche absolue du bonheur. Et à partir de là, déjà, voilà, on a vu, hein, il semble y avoir débat quant à savoir s'il faut blâmer ou louer les désirs, s'il faut les nourrir ou les détruire, s'il faut les voir comme la source de notre bonheur ou de notre malheur, etc. Et du coup, on peut se poser une question, effectivement, est-ce que tous les désirs nous rendent heureux? Est-ce qu'il faut répondre à tous les désirs ou pas? Donc on a vu que pour certains auteurs, oui, pour d'autres, non. Et c'est plus souvent vers le non que vers le oui, évidemment. Et je trouve ça intéressant de vous présenter Épicure en dernier, parce que Épicure, même s'il a écrit avant Schopenhauer et avant Spinoza, il propose une classification assez rigoureuse des désirs, qui est très important de connaître, et surtout qui fait une synthèse assez bonne, en montrant que finalement la réponse est peut-être dans le juste milieu, et elle n'est pas à prendre dans un sens extrême comme chez Schopenhauer en disant il faut absolument vivre une vie d'abstinence
d'ascèse, etc. Ni une vie de jouissance, il faut répondre à tous les désirs. Mais au contraire, il faut bien distinguer les désirs entre eux, parce que tous les désirs ne se correspondent pas. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la classification des désirs selon Épicure. Premier type de désir, c'est les désirs naturels et nécessaires. Donc les désirs naturels et nécessaires, en fait il s'agit des désirs qu'on n'a pas le choix, auxquels on n'a pas le choix de répondre. Et c'est ce qui correspondrait à ce qu'on a appelé au début de notre cours les besoins finalement. Par exemple le fait de boire, c'est naturel, c'est normal, tous les humains ont besoin, ont envie de boire, désirent boire. Donc c'est pour ça que j'ai mis une illustration de bouteille d'eau. Et c'est nécessaire à notre survie, c'est-à-dire que si on ne boit pas, en fait on n'a pas le choix. Si on ne boit pas, on ne survit pas. Donc ça c'est les premiers types de désirs et c'est ceux auxquels on n'a pas le choix de répondre. Après il faut bien... il y en a peu de désirs naturels et nécessaires. Il n'y en a pas énormément. C'est des besoins vitaux en réalité. Donc voilà. Deuxième type de désir, c'est les désirs naturels et non nécessaires. Donc par exemple, on va garder l'exemple de boire et de manger, qui sont des désirs naturels et nécessaires, mais boire du vin, manger un Big Mac, comme ici, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Ça reste dans les désirs naturels, parce que c'est normal d'avoir plutôt envie d'une bonne chose que d'une mauvaise chose, mais par contre, on n'est pas obligé de manger un Big Mac pour se nourrir. Et parmi ces désirs-là, là, Épicure nous dit que c'est vraiment une question de juste milieu. Il y en a il faut y répondre dans la tempérance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se goinfrer tous les jours, mais il ne s'agit pas non plus d'être dans l'ascèse la plus absolue. Et donc, par exemple, être dans la tempérance, ça pourrait vouloir dire manger un bon repas par semaine, une fois par jour, manger une bonne chose pour se faire plaisir. Mais si on mange que des bonnes choses, on risque de ne plus aimer les autres choses. Quand on en manquera, on risque de souffrir, ou alors elles risquent d'être souvent mauvaises pour la santé, moins bonnes, parce que, je sais pas, saturées en sucre, en graisse, des choses comme ça. Et du coup, on risque d'être malade plus facilement. Il faut savoir qu'Épicure, c'était quelqu'un qui était malade, qui avait une maladie, je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait, mais en fait, il devait faire extrêmement attention à son alimentation. Donc on est très loin de l'Épicure qu'on peut voir en description parfois, ou de l'épicurisme qui serait une sorte de recherche absolue du plaisir, des orgies, etc. C'est pas du tout ça, hein. C'est une vie très très contrôlée. La doctrine épicurienne prône une vie très contrôlée, mais également sans pour autant renier tous les désirs. Voilà. Donc voilà, entre les désirs naturels, dans les désirs naturels et non nécessaires, il faut faire des calculs. C'est un calcul assez logique finalement. Par exemple, il faut voir en fait, selon Épicure, quel est vers le bonheur, qu'est-ce qui nous fera le plus de bien. Par exemple, on peut penser que fumer une cigarette, ça va nous faire du bien, et ça va nous faire du bien sur le coup. Donc sur le coup, on peut se dire, ça, c'est un désir naturel, non nécessaire. C'est naturel de vouloir se faire du bien, donc naturel, non nécessaire, qui peut me rendre heureux, puisque sur le coup ça me fait du bien, mais en fait sur le long terme ça peut aussi entraîner des maladies, ça peut couper la respiration, ça coûte très cher, etc. Enfin il y a plein de points négatifs qui finiraient par peser beaucoup plus lourd dans la balance que le petit plaisir qu'on en a tiré. Et du coup pour Épicure dirait non, il faut pas fumer parce que le malheur sera plus important que le petit plaisir qui en sera tiré. Et donc la troisième forme de désir, c'est les désirs vains. Donc ça, c'est les désirs qui sont pas réalisables véritablement. Par exemple, le désir d'être immortel, le désir d'être un super-héros, des choses comme ça. Le désir d'être immortel est important parce que en réalité, c'est un désir qui traverse beaucoup d'hommes. Épicure en parle, parle beaucoup de la peur de la mort dans la Lèvre Aménécée.
Et en tout cas, c'est absolument pas des désirs qui sont à rechercher, ça pour Épicure. D'ailleurs, toutes ces classifications des désirs, vous les retrouvez dans la lettre MNSC que je vous ai déjà publiée sur Pronote. Donc n'hésitez pas à la relire. C'est vraiment un des points essentiels qu'il faut retenir sur le désir, quoi. Voilà. J'ai pas fait de conclusion pour ce cours sur le désir. Et en fait, ce que je veux, c'est que vous la fassiez vous. Je vous laisse jusqu'à lundi prochain. Vous me faites une petite conclusion, minimum 10 lignes. Minimum 10 lignes où vous me dites ce que vous avez retenu de ce cours sur le désir, les questions que ça a pu vous... Voilà, vous êtes libre, mais essayez de faire la conclusion à ma place. Moi, j'ai fait le boulot. Bah, vous allez me faire une conclusion synthétique, sans que ça soit un résumé. La question, c'est pas de regarder toutes les vidéos et de prendre des points comme ça. Faut que ça soit personnel. Je veux que ça soit un exercice personnel et vous allez... si c'est sous forme de questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous m'expliquez ce que vous n'avez pas bien compris et vous essayez de le formuler bien pour que ça rentre, pour que ça soit sous forme de réflexion. J'ai pas compris ça parce que ceci, cela. Je trouve qu'il y a un paradoxe dans le désir parce qu'à la fois on le présente comme ci, à la fois on le présente comme ça. Bref, vous voyez l'idée. Et puis si vous avez bien compris, juste voilà une synthèse avec ce que vous pensez être important à retenir sur le désir. Ok ? Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Au revoir.